Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Alexandre avec vous aujourd'hui. Notre invité est Patrick Buran-Sténas et après cet entretien, nous y retournerons évidemment un peu plus tard à cette discussion, mais le standard vous est ouvert, vous pouvez lui poser vos questions au 08 92 23 95 20 et le premier à nous avoir rejoint, c'est Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais poser une question à monsieur Patrick. On t'écoute Dominique, vas-y. Oui. Est-ce que les Égyptiens auraient monté les pyramides par rapport à cette théorie? Et on va laisser Dominique là parce qu'il est en voiture et on l'entend mal, mais il a pu poser sa question. Merci à toi Dominique, bonne journée. Merci. Alors c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'on se pose la question de savoir mais comment ils ont fait pour monter des pierres aussi lourdes, aussi haut. Alors on pourrait imaginer effectivement qu'en rendant les pierres transparentes à la lumière, à ce moment-là elles ont plus de poids, mais on a pu les monter comme ça. Sauf que moi j'aurais tendance à j'aime beaucoup le non-ordinaire, l'inexplicable, l'extraordinaire, mais à envisager d'abord toutes les hypothèses, je dirais pratiques possible plutôt que les hypothèses extraordinaires. Et celle qui me plaît le plus, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, hein, mais qui me plaît le plus, c'est que les pyramides ont été moulées. Alors pas avec un grand moule bien sûr, hein, imaginons un grand pâté qu'on retourne, je pense pas que ce soit ça. Mais je pense que les Égyptiens se sont rendus que sous certaines conditions, eh bien le limon du fleuve, du Nil, eh bien se durcissait finalement, faire un espèce de béton. Et donc imaginons si on connaissait le béton à cette époque-là, eh bien comment il aurait été beaucoup plus facile de construire les pyramides. C'est simple, on aurait fait des coffrages, un coffrage ayant la taille d'une pierre, on aurait monté des seaux de béton, et puis on les aurait coulés à l'intérieur. Et pour passer à la pierre d'à côté, ça serait simple, il suffit juste de déplacer le coffrage et de remplir de nouveau. Alors ça explique un certain nombre de choses. Déjà qu'on puisse construire la pyramide en 20 ans au lieu de 200, parce que c'est beaucoup plus facile de transporter des seaux, ne serait-ce que pour les monter. On n'a rien à tailler, on n'a aucune pierre taillée à transporter, et surtout on n'a pas les monter, donc ça serait beaucoup plus facile de transporter les seaux. En plus ça explique aussi que les joints sont parfaits, puisque pour faire les pierres qui sont au-dessus, il suffit de déplacer les planches du coffrage vers le haut cette fois et de recouler le béton dessus. Alors c'est ce que je pense. Alors je suis pas le seul à penser ça, hein. On parle ici de polymère ou de polymérisation de la pierre, et on a trouvé dans certaines pierres des cheveux, des ongles, de la paille, ce qui prouve qu'à un moment il y a eu quelque chose de liquide. Alors ça ne veut pas dire que toutes les pyramides ont été bâties comme ça et que toutes les constructions ont été bâties comme ça, et c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont été taillées, mais ça aurait été une méthode intelligente et pratique de pouvoir construire quelque chose. Voilà, j'espère que cela répond à ta question Dominique. 08 92 23 95 20 pour converser ou pour poser une question à Patrick Buran-Sténas qui est notre invité aujourd'hui. Patrick Buran-Sténas, le but de l'alchimiste, si j'ai bien saisi, mais je pense pas avoir tout compris. Mais en tout cas, moi non plus. J'imagine, car sinon il n'y aurait rien en dessous de ce casque devant moi. C'est de faire rentrer la lumière dans la matière. Est-ce qu'on peut faire l'inverse avec le travail de l'alchimiste, faire apparaître la matière de la lumière? Ah oui, bien sûr, mais ça serait pas le but, hein. Ça serait un acte de création. Alors le but déjà de l'alchimiste, hein, c'est pas de faire rentrer la lumière dans la matière, ça c'est la manière d'arriver au but, mais le but c'est de transformer la matière en lumière, c'est-à-dire que c'est de dissiper toute matière qui est autour de nous. Et dans la finalité, c'est que l'alchimiste lui-même se transforme en lumière, c'est-à-dire qu'il perd de sa forme. C'est finalement une voie mystique pratique, quoi. Alors faire le contraire, ça serait un acte, la nature fait ça tous les jours, c'est un acte de création. On pourrait parfaitement imaginer une méthode, une technique, un moyen pour matérialiser à partir de rien quelque chose. Alors il y a des mystiques qui font ça, hein. Alors par contre, on regarde de l'unité, est-ce que c'est une bonne chose? Ça c'est une autre paire de manches, parce qu'on sait très bien que pour matérialiser, il faut coaguler de la lumière, et que coaguler la lumière, bien sûr, fait avancer les ténèbres. Donc oui, on peut le faire. Est-ce que c'est bien? D'un point de vue expérimental, oui, c'est intéressant, il peut se passer des choses. D'un point de vue métaphysique, regarder les choses en tout, non, c'est pas une bonne chose.
Mais rien ne s'oppose au fait qu'on puisse le faire, bien sûr. D'ailleurs, il se passe un certain nombre d'opérations, par exemple, où on trouve à l'intérieur de notre creuset des matières qui apparaissent spontanément. On a des choses qui ne sont pas prévues à l'origine et qui pourtant se produisent. Et nous accueillons maintenant Aline. Aline, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Burenstenas. J'aurais voulu vous poser une question parce que j'ai lu vos 2 livres. J'ai déjà entendu votre émission en entier il y a quelque temps. Et je trouve ça absolument passionnant. Merci. Parce que moi-même, je suis physicienne. Mais j'aimerais savoir quand vous allez faire un livre plus détaillé, parce que je suis restée un petit peu sur ma faim. Je pensais que vous alliez plus détailler. En fait, vous en dites beaucoup plus à la radio que dans votre livre, j'ai l'impression. Ah, vous avez déjà la première question, qu'est-ce que vous appelez détaillé et sur quoi? Ah oui. Ça c'est la première. C'est vrai. Par exemple, tout ce que vous dites à la radio. On ne le retrouve pas dans votre livre. C'est un livre qui est assez... il n'est pas très gros, en fait. Il se lit très très vite. Bon, il est passionnant, hein. Mais pourriez-vous, par exemple, écrire un livre en disant tout ce que vous dites à la radio? Alors, je comprends ce que vous dites. Alors, il faut savoir quand même que les alchimistes ont une tradition, et que cette tradition, elle est orale. Ah oui. C'est-à-dire que le 3/4 des choses sont transmises de bouche à oreille. Bon, il y a des tas de raisons à ça. Hein. La première, c'est que quand quelque chose est écrit, c'est figé. Hein. Ça, c'est la première chose. Puis en plus, on a un a priori, c'est que les alchimistes sont allés quelquefois au bûcher quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on n'était pas d'accord avec la pensée ambiante, eh bien, on nous faisait taire d'une manière définitive. Et c'est pourquoi on a eu aussi ce sens du secret, c'est-à-dire de savoir à qui on s'adresse. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant, puisque je parle à la radio d'un certain nombre de choses. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, mais si je devrais écrire un livre pour détailler, mais c'est pas un livre qu'il faudrait. C'est une bibliothèque. C'est que chaque sujet pourrait être délayé, déployé dans des milliers de pages. Et ça me semble personnellement une œuvre énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire, ou plutôt un réalisateur, un ami à moi a eu envie de faire une série de DVD qui parle de ça. Parce que l'idée, c'était une série de DVD. Oui, je les ai aussi. Voilà. Bravo, vous êtes... Ah oui, je suis absolument passionnée j'adore ce que vous racontez, c'est absolument passionnant, mais bon, j'en aimerais plus, quoi. Oui, mais je comprends ça. J'aimerais plus de détails, plus de... Voilà, quoi. Est-ce que vous faites des séminaires, probablement, on peut vous rencontrer, on peut... Oui, il m'arrive de faire des choses où on peut me rencontrer, oui, bien sûr. Il y a un site internet, non, Patrick? Voilà, tout à fait, il y a un site internet où vous pouvez voir un peu tout ce que je fais, c'est www.orifaber.fr. Alors Aline, moi il y a une question qui m'intéresse. Tu es physicienne, c'est ce que tu nous as dit. En quoi est-ce que ce que tu as entendu chez Patrick a changé ta vision des choses? Et d'ailleurs, est-ce que ça a changé quelque chose? Et est-ce que tu essayes de le mettre en pratique ou d'en parler avec les gens autour de toi? Non, alors en parler avec les gens autour de moi, c'est pas possible parce que les physiciens ne sont pas très intéressés par ça. Et je dois dire que ce ne sont pas les livres de Monsieur Burenstenas qui m'ont fait changer. Je dois dire que j'étais déjà intéressée par ça et que ce monsieur s'est trouvé sur mon chemin en fait. Mais moi j'en suis au tout début. Lui, j'ai l'impression qu'il en est très loin, quoi. Moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas trop comment démarrer en fait. Voilà. Mais je m'intéresse beaucoup à l'alchimie et j'aimerais bien, comme lui en fait, j'aimerais pratiquer finalement. Alors, n'est-ce pas un des pièges, Patrick, que de chercher un mode d'emploi pour l'alchimie? Non, mais je pense que en plus, je vois un peu comment notre auditrice fonctionne, le sachant, puisque ayant fonctionné pareil, c'est que
on commence tous la voie. Il nous faut des techniques, il nous faut des méthodes, il faut une méthodologie. Et puis il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Il faut que je fais quelque chose et il y a quelque chose qui se manifeste en vrai. Ça peut pas, on ne peut pas passer d'un point de vue physique à une métaphysique pure. C'est pas possible. Il faut d'abord expérimenter. Il faut voir des choses. Il faut les voir de nos yeux. Et puis une fois qu'on a vu ça, on peut accepter la métaphysique. Mais ça se fait par étapes. Et il faut expérimenter. C'est une certitude. Moi, je reste convaincu que il y en a qui arrivent, hein, peut-être, que l'alchimie spéculative est pour moi une manière de s'évader de ce monde, mais pas de le comprendre. Et je pense qu'on doit mettre la main dedans, quoi. On doit vivre, on doit ressentir un certain nombre de choses. Et on commence tous par des techniques. Tous. Après, on s'en affranchit. Mais c'est un peu comme un peintre. Je veux dire, avant d'être un peintre, il apprend la perspective. Un pianiste, avant d'être un virtuose, il fait des gammes. Ensuite, il oublie tout ça. Mais d'abord, il est obligé de les faire. Sinon, on pourrait partir dans n'importe quel délire, en disant, il y a un truc qui me semble romantiquement intéressant, donc je me jette dessus, et puis qu'est-ce qui va se passer? Mais non. En plus, les gens qui travaillent dans la physique ont les pieds sur terre quand même. Hein. C'est-à-dire que, il y a des choses qui sont extraordinaires, mais qui répondent à des lois. Oui, mais alors j'ai vu une image, je pense sur internet de chez vous. On vous voit chez vous. Vous avez un petit four, enfin une espèce de cheminée dans lequel vous faites brûler vos métaux dans un petit creuset qui tient dans la main. Oui. C'est ça. Oui. Et oui, mais alors on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans le creuset. Vous voyez, j'aimerais plus de précision, quoi. Oui, j'imagine très bien ça. Voilà, mais c'est ça. j'entends bien. Est-ce qu'il est possible de vous rencontrer? Je ne sais pas. Est-ce que vous feriez, par exemple, une séance d'initiation ou quelque chose comme ça? Non. Un petit peu comme Aristote faisait. Vous me flattez là. Non, c'est assez difficile pour des tas de raisons. C'est que je suis toujours aux quatre coins du monde, donc c'est un peu difficile. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est sur le site, vous trouverez un courriel. Oui. Où je peux vous laisser mon courriel et puis envoyez-moi un courrier et puis je vous donnerai plus de précision. Donc c'est à mon nom, si je peux me permettre de le dire. Oui, bien sûr. Oui. Donc Burenstenas arrobas le P, on met pas BBB BURENSTEINAS. Oui, mais votre prénom. Non, pas de prénom. Non, Burenstenas tout court. Arrobas gmail.com. Pardon. Arrobas gmail.com. Gmail, c'est comment? Gmail. Voilà. G-M-A-I. Ah oui, d'accord, gmail.com. Voilà, comme ça vous pourrez continuer votre discussion avec Patrick. Très bien. Par mail, Aline. Très bien. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir, Aline. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Patrick Burenstenas. C'était très intéressant cet appel d'Aline. Elle a besoin d'en savoir plus, d'avoir plus d'informations. Et pourtant, j'ai l'impression, alors moi je me trompe peut-être, je suis pas du tout physicien, j'ai l'impression pourtant que tout y est déjà, pour commencer à s'intéresser. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on fait de l'alchimie, la première chose qu'on doit comprendre, c'est la philosophie de l'œuvre, et pas la technique. Et que nous, bien sûr, on est dans une société, dans une civilisation où c'est la technique qui va primer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choses, il va falloir pratiquer des choses. Alors qu'il faut savoir que de tout temps, un alchimiste, avant de mettre la main au creuset, eh bien, avait 10 ans, 15 ans de recherche avant d'allumer son premier feu. Donc c'est inimaginable aujourd'hui de dire vous allez suivre une voie et pendant 10 ans il va rien se passer, vous allez juste réfléchir à la philosophie de l'œuvre et puis quand vous aurez compris et seulement quand vous aurez compris vous allez pouvoir vous mettre à l'œuvre. Donc évidemment c'est un peu difficile. Alors le risque c'est que si on est uniquement dans la technique, si on est uniquement dans la méthode, on reste enfermé dedans. Il faut savoir que la pierre philosophique est impossible à faire dans cette réalité-là. Donc il va falloir aborder d'autres réalités. Et les techniques, les méthodes sont des barreaux qui nous enferment dans cette réalité et qui empêchent l'émergence d'autres réalités. Donc on a une démarche paradoxale, où on cherche quelque chose qu'on ne peut trouver que si on ne sait pas ce que c'est. Si je sais ce que je cherche, au mieux je trouverai ce que je sais, au pire je trouverai rien. Mais l'idée, pour trouver cette unité, parce que finalement c'est un but très
finale, quoi, vraiment terminale même, c'est trouver l'unité. Mais personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être l'unité. Alors si je sais ce que je cherche, c'est trop tard. Mais qui acceptera aujourd'hui de suivre une voie? Il sait pas ce qu'on va faire, il sait pas où ça conduit, et il sait même pas si ça fonctionne. C'est du domaine presque de la foi. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, notre invité est Patrick Buron-Sténas. Il répond actuellement à vos questions au 08 92 23 95 20. Nous allons accueillir Jean-Marc et juste après ce retour de Gildas. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. En fait, ma question se rapportait par rapport à la religion, notamment chrétienne. Et en fait, il parle souvent de lumière. Dieu est lumière. Jésus-Christ, le Christ, Christo qui passe la lumière. Est-ce que ce serait pas en fait à la base des alchimistes c'est un peu présomptueux. C'est le secret ultime, si voilà. je puis dire, la lumière. Voilà, c'est un peu présomptueux de dire. C'est sûr que les alchimistes. Je m'exprime pas très bien, mais bon. Si, je comprends bien sûr ce que vous dites, mais c'est un peu présomptueux de notre part, en tout cas des alchimistes, d'imaginer qu'on est à la source des religions. Alors, non pas que vous êtes à la source, mais je veux dire, il y a quand même un lien. Alors tout à fait. Alors bien sûr qu'il y a un lien. Bien sûr qu'il y a un lien. La quête est la quête de la lumière. Donc il est évident que c'est quelque chose qui est sous-jacent, oui. dans chacun d'entre nous. Donc on peut imaginer que les religions ont eu tendance à faire ça. Toutes les symbologies, voilà. En lumière, vous regardez un saint, vous avez la lumière autour du visage. Non mais tout à fait. Mais ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que vous savez, pour faire le grand œuvre, l'œuvre alchimique, il y a 3 couleurs: noir, blanc, rouge. Oui. Le noir, la décomposition, le blanc, la recomposition, et quand la lumière descend dedans, c'est rouge. Vous savez que la pierre philosophale, c'est un endroit immobile. C'est-à-dire que le seul endroit immobile dans une sphère, par exemple, c'est le centre. Oui. Donc c'est la quête du centre. C'est pour ça qu'on parle sans arrêt de se concentrer sur quelque chose. Vous savez que pour trouver le centre d'une sphère, 4 directions ne suffisent pas. Il faut une 5e direction. Puisque les 4 directions le centre peut se déplacer. Oui. Alors que si je mets la verticalité, j'ai 5 directions. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle de quintessence. Et quand on cherche quelque chose, d'ailleurs, on ne cherche pas le sens, mais on cherche l'essence. D'ailleurs, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur les techniques. Quand on s'attache au sens, on se prive de l'essence. Mais tout ça pour vous dire que 5 directions sont essentielles. Quand je prends le début du christianisme, il y a 3 rois mages, un noir, un blanc et un rouge, qui suivent une étoile à 5 branches. Et à la verticale de cette étoile à 5 branches, ils trouvent un Christos. Et ce Christos, bien sûr, c'est la pierre qui est la lumière. Mais ça va plus loin que ça. C'est que quand les rois mages arrivent et qu'ils trouvent le Christos, vous savez qu'ils amènent la myrrhe, l'encens et l'or, qui sont finalement la partie du bas, la décomposition, la myrrhe qui est amenée par le vieillard, la personne la plus âgée, qui servait à l'embaumement, donc c'est l'œuvre noire. Après, on a l'encens qui est amené par celui qui est au milieu et qui fait le lien entre le haut et le bas, c'est le parfum qui relie les deux. Et enfin, on a le plus jeune qui est en haut, qui est l'or, qui est la lumière. Donc, on arrive, alors même les noms qui sont donnés, Melchior, personne ne s'appelait ni Melchior, ni Balthazar, ni Gaspard. Maelkor, ça voulait dire le seigneur des nains, donc la force d'en bas. Gasthar, c'est la force d'en haut. Donc on a le plus jeune qui est Gaspard qui est en haut, qui amène l'or, la lumière, le plus vieux qui est en bas, qui amène Maelkor, qui amène pour la décomposition, et au milieu, qui on a? Celui qui relie le haut et le bas. Et celui qui rappelle le haut et le bas, il s'appelle Balthazar, Baal-Sar, le serviteur de Baal, ou le serviteur du hasard. Donc on a le serviteur du hasard au milieu qui relie le haut et le bas. Et ces 3 personnages trouvent justement l'enfant, mais ça s'arrête pas là. Nous, on dit qu'ils amènent les 3 cadeaux, puis c'est fini. Non. L'enfant ou la mère donne un cadeau au roi mage. Et dans ce cadeau, il y a un coffret, et ce coffret, à l'intérieur, il y a une pierre rouge. Et ils disent au roi, quand vous allez rentrer chez vous, vous pourrez regarder. Mais en chemin, vous ne le regardez pas. Alors évidemment, ils partent en chemin, ils résistent pas à la tentation, ils ouvrent le coffret, et à l'intérieur, ils voient que c'est cette pierre rouge. Et ils sont déçus, ils se disent, alors nous, on a amené des cadeaux précieux, et puis nous, on nous donne une pierre ridicule comme ça, qui est rouge. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la jettent dans un puits. Et les flammes sortent du puits. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont passés à côté d'une grande chose. Que finalement, c'était la connaissance et que c'était une grande lumière. Ouais, je comprends. Alors ils réussissent pas à récupérer la pierre, elle est perdue, mais par contre ils récupèrent le feu qu'ils ramènent chez eux et ça devient les adorateurs du feu Zoroastre. D'accord. Mais simplement pour
pour revenir plus terre à terre dans notre société, finalement, dans notre société de communication, on va communiquer de plus en plus avec la lumière. Quand vous prenez les nouvelles technologies, elles vont utiliser la lumière pour stocker les informations. Oui, tout à fait, mais on peut dire que qu'est-ce qui empêche le passage de l'information, que ce soit d'un point de vue métaphysique ou physique, c'est la matière. Plus la matière est dense, plus elle fait résistance. Oui. Plus elle fait résistance, moins l'information circule. Oui. Donc c'est sûr qu'on va utiliser des supraconducteurs pour que l'information circule sans résistance, mais c'est sûr qu'on va utiliser aussi de la matière qui va être capable de faire le moins résistance possible. On va imaginer des cristaux, par exemple. Oui, Voilà. Ce sont des réalités tout à fait tangibles. Dans un avenir proche. Tout à fait. On va imaginer des mémoires holographiques qui sont des cristaux avec du stockage tridimensionnel à l'intérieur. Exactement, oui. Où là, on va avoir des choses vraiment... Et c'est là où la lumière rejoint la matière. Est-ce qu'on va pas devenir, notre société, indirectement, un peu alchimiste dans ces J'adorerais. Merci Jean-Marc pour ta question. C'est moi qui vous remercie, puis bonne continuation, c'est très passionnant. Merci bien. Bonne journée. Bonjour à Gildas. Gildas. Es-tu avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Vous parlez beaucoup, ou souvent du moins, de la langue hébraïque. Oui. Faut-il donc, pour comprendre dans la langue hébraïque, et peut-être pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons? Oh, pas du tout. Je dirais que c'est un outil qui est utile. Mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que des tas d'outils différents peuvent permettre de comprendre. Nous sommes issus d'une civilisation judéo-chrétienne. Ce qui veut dire que nos symboles, la manière dont on véhicule la connaissance est liée à ces symboles-là. Mais on pourrait parfaitement imaginer que l'arabe puisse commettre les mêmes informations, transmettre les mêmes informations. On a eu des penseurs perses, je pense à un grand alchimiste de l'an 800, Geber Ibn Arabi, qui nous a donné énormément de choses. C'est quand même lui qui invente l'alambic, c'est quand même lui qui invente les élixirs, al-exir. C'est quand même lui qui invente la distillation pour la première fois. On a eu des alchimistes purement chrétiens. Je pense à Basile Valentin, par exemple. Je pense à Dom Pérignon, vous vous rendez compte? Un alchimiste qui invente le champagne, c'est pas n'importe qui. Je pense à Arnaud de Villeneuve, qui travaille sur les plantes. Je pense à Hildegard von Bingen, une femme, qui laisse un traité sur les plantes, et qui est une des seules femmes à avoir laissé de la musique. Donc je pense pas que ça soit lié seulement à une culture, même s'il est vrai que certains alphabets, cette fois, transmettent beaucoup plus d'informations que d'autres. Ça sera des alphabets sacrés. Alors bien sûr, si c'est sacré, et on va avoir l'hébreu, bien sûr, à ce moment-là, à travers la Kabbale, qui va nous donner énormément d'informations, mais on pourrait imaginer aussi les idéogrammes chinois, où chaque dessin, parce que c'est des dessins, nous donne des clés à la fois très complexes et très philosophiques. Les idéogrammes chinois, il y en a plus de 8000. Pour être capable de lire le journal, il faut en connaître 2000. Pour être un lettré, il faut en connaître 4000. Donc imaginez 4000 dessins différents capables de transmettre l'information. Alors, je pense que toutes les langues, les cultures qui véhiculent quelque chose de caché, c'est-à-dire d'ésotérique, peuvent transmettre quelque chose de particulier. Je pense au latin, je pense au grec, puisque quand on parle de la langue des oiseaux, c'est-à-dire la manière de comprendre les mots autrement, ça marche en hébreu bien sûr, mais ça marche en grec et en latin. Nous y reviendrons. Voilà. Et donc, oui, moi j'utilise un peu la langue hébraïque parce que je la connais un peu, donc ça m'aide, mais je ne rechigne pas non plus à utiliser le latin et le grec. Une autre question, Gildas? Oui. Pour bien comprendre donc, pour être versé dans la profession que vous exercez, pour bien comprendre ce que vous dites ou ce que vous faites, il faut d'abord essayer de comprendre la langue dans laquelle nous vivons. Moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre la philosophie. C'est-à-dire, c'est comme dans tous les voyages, il faut savoir où on va. Après, le chemin, on peut changer de but en chemin, mais l'idée, c'est de dire, je vais à un endroit pour quelque chose, même si ça change. Ensuite, tout le reste, quand on parle de langue, quelle qu'elle soit, quand on parle de creuset, quand on parle de philosophie, ce ne sont que des outils. On est hélas aujourd'hui, je pense, dans une civilisation de la glorification de l'outil, même s'il sert à rien. Et le risque, c'est que dès qu'il y a un outil plus joli qui apparaît, on jette le précédent pour utiliser le nouvel outil, alors qu'on n'a jamais utilisé le premier. Alors c'est sûr que si vous voulez vous appuyer sur les textes pour faire de l'alchimie, il faut savoir que les textes fondateurs de l'alchimie
sont écrits en latin, en grec et en hébreu. En tout cas, dans notre civilisation, ça fait pas un doute. Sauf que il y a des textes excessivement intéressants fondateurs qui sont écrits en chinois, puisque l'alchimie chinoise est évidemment quelque chose de très très important. Mais en Inde aussi, bien sûr, puisqu'il y a une alchimie indienne, eh bien des textes fondateurs excessivement importants sont écrits en hindi ou sont écrits en sanskrit. Donc, je pense que tout ça, c'est des outils qui permettent de véhiculer cette connaissance. Pour moi, il n'y a qu'une seule connaissance, mais qui s'habille de cultures différentes. Alors avec plus ou moins de bonheur, c'est-à-dire que c'est sûr que plus vous allez prendre des alphabets qui sont proches du moment où les textes ont été écrits, plus on va avoir des clés qui sont intéressantes. Mais si vous prenez les textes anciens, l'Ancien Testament par exemple, c'est pas en hébreu qu'il a été écrit, mais en araméen. Et on pourrait dire que l'hébreu est déjà une traduction de l'araméen et qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir perdu quelque chose. Voilà, Gildas. Merci beaucoup, en tout cas, vous répondez à ma question, mais d'après ce que disait l'auditrice précédente, qui pensait que vous n'en disiez pas beaucoup, j'ai aussi cette impression, moi. Dans votre livre, il n'apparaît pas grand-chose par rapport à ce que vous dites en radio, et c'est bien dommage. Voilà, c'est tout. Je tenais à vous remercier, c'était très intéressant. Merci à toi, Gildas. Bonne journée. Je voudrais juste rajouter que c'est fait exprès. C'est-à-dire que le but du livre, c'est non pas de vous donner un mode d'emploi, mais c'est de vous donner envie d'avoir des ouvertures. Et en aucun cas de vous donner une voie et comment la suivre. Alors, chaque voie est différente, hein. Non seulement chaque c'est bien précisé d'ailleurs dans le livre. Ah oui, non seulement chaque voie est différente, mais chaque individu a une voie. On a chacun la nôtre. C'est un peu comme si, je vous rappelle que notre quête, c'est la quête du centre. Le centre, pourquoi? Parce que c'est le seul endroit immobile. Imaginez une sphère. Nous sommes tous à des endroits différents de cette sphère. Ce qui veut dire que pour rejoindre le centre, il n'y a qu'un chemin et un seul. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est imaginer que j'ai quelqu'un qui soit sur la même sphère que moi, mais qui soit en face de moi, de l'autre côté de la sphère par rapport au centre. Eh bien, s'il suit mon chemin, et si moi je lui dis le chemin qui va vers le centre pour moi, c'est le seul et bon chemin, et je vais t'expliquer comment faire, et que si lui il le suit, eh bien moi j'irai vers le centre et lui il va s'en éloigner. Donc c'est pas si simple que ça. La transmission, c'est d'ailleurs le problème de la transmission, c'est que c'est pas faites ce que moi j'ai fait, c'est je saupoudre un certain nombre de choses, et à partir de ça, vous trouverez votre chemin. C'est aussi une voie de liberté absolue. Personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous. Alors c'est pas très confortable, parce que nous on aime bien qu'on nous dise il faut que tu fasses ça, puis ça va donner ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Là, les voies initiatiques sont des voies solitaires. Et le chemin, vous le faites tout seul, il y a rien, on peut pas faire autre chose, on peut juste saupoudrer. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur la langue des oiseaux. En quelques mots, vous l'expliquez dans le livre, il y a trois façons différentes d'appréhender la langue des oiseaux. Tout à fait. Alors bien sûr, il y a trois manières d'entendre la langue des oiseaux. Déjà, la langue des oiseaux, c'est la manière que les cherchants, les alchimistes, sont de se transmettre des secrets de fabrication sans que les autres comprennent. Parce que pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, il faut savoir qu'un temps, on pouvait se transmettre ce qu'on voulait, et puis à un moment, l'Inquisition est arrivée, par exemple, en 1229, et elle a dit « Dieu a caché des choses dans la matière, c'est pas à l'homme d'aller y voir ». Évidemment, ceux qui allaient y voir, risquaient le bûcher. Alors, ils avaient une raison valable, justement, pour dissimuler ce qu'ils avaient à dire. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi des secrets de fabrication. C'est-à-dire, on avait des corporations, par exemple les tailleurs de pierre, par exemple les chaudronniers, par exemple les couvreurs, qui avaient des secrets de fabrication, et avoir le secret était garder la fortune. Perdre ce secret était perdre cette fortune. Donc c'était quelque chose de vraiment excessivement important. Il fallait pas que ça se sache. Donc on a trouvé des moyens pour se transmettre des secrets de fabrication d'une manière incompréhensible. Alors vous savez ou vous savez pas, mais que la couleur des choses cachées, c'est la couleur verte. C'est la vieille histoire avec Lucifer, il y a très très longtemps. Lucifer portait une émeraude au front, c'était son signe distinctif, et quand il est tombé, quand il a chu, il a laissé cette émeraude sur terre, et celui qui la trouve aura la connaissance des choses cachées. Parce que c'était son rôle d'avoir la connaissance des choses cachées. Donc depuis, la couleur verte est la connaissance des choses cachées. Alors il y a trois choses qui sont cachées, parce que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, on va l'entendre aujourd'hui, l'âme a tiers. Un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Donc, trois passages. Ça, c'est la première manière d'entendre la langue des oiseaux.
C'est juste le jeu de mots qui va nous donner des clés. Et c'est pour ça qu'on a 3 passages. On commence notre chemin en étant un apprenti sage. On fait 3 pas sages. Et quand on a fait ces 3 passages, on peut trépasser, bien sûr. Et quand on a trépassé, on tombe dans la tombe. C'est-à-dire qu'on change d'état. Et là, évidemment, je vais pouvoir connaître tous les secrets. Et c'est pour ça que je vais pouvoir décrypter. C'est-à-dire sortir de la crypte. Alors ces 3 passages et ces 3 couleurs vertes, qui c'est qui transmettait ces secrets? Bien sûr, c'était les trous verts, c'est-à-dire les 3 fois verts. Et ces trous verts, qui sont devenus ensuite les troubadours dans la noblesse, les trous verts c'était les gens un peu vulgaires, alors que les troubadours c'était plutôt des gens de la noblesse qui transmettaient quelque chose, c'était la mémoire. C'est-à-dire qu'ils avaient des secrets et ils les transmettaient les uns aux autres. Alors voyant cette manière de transmettre, les bâtisseurs de cathédrales ont utilisé ça. Alors eux, vous savez que là, on était en gothique à ce moment-là, et puis le romane arrive. On était en romane, excusez-moi, je dis dans l'autre sens, on était en romane, et le gothique arrive. Mais quand le gothique est arrivé, c'est presque comme l'art moderne quand c'est arrivé ici. C'était insupportable, c'était des sauvages qui ont amené ça. On n'imagine pas aujourd'hui, on trouve ça très beau. Mais il faut savoir que c'était des Zazous qui ont fait ça. Donc, c'était vraiment les sauvages. Et les sauvages, à l'époque, c'était les Goths. Et c'est pour ça que ça a donné l'argote. Et l'argote a donné l'argot. Et l'argot est la langue verte. Donc, il transmet des secrets de fabrication. L'argot, c'est pas forcément une langue vulgaire. C'est une langue qui dit quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, on a utilisé la langue des oiseaux de la première manière avec les jeux de mots. Donc, comme on l'a vu il y a quelques instants. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est... Il y a des jeux de mots, mais il y a une clé à l'intérieur. Alors par exemple, vous allez vous promener au musée de Cluny, et vous passez devant la tapisserie La Dame à la licorne, et bien quand l'alchimiste passe devant, instantanément, il a une indication de poids et de température. Il sait ce qu'il doit utiliser, quel métal il doit utiliser et comment. Alors dessus, il suppose, on se transmet que c'est Diane de Poitiers qui est dessus. Bon, c'est pas Diane de Poitiers, peu importe. Et en plus, le carton qui a servi à faire ça, très vraisemblablement, c'était un carton perse. Vous regardez en bas, vous voyez tous les décors feuillés. Ce qui revient d'ailleurs à la tradition en disant, vous voyez que la tradition n'est pas seulement dans l'alphabet hébraïque, mais qu'on a aussi des symboles perses qui vont être là. Et donc, Diane de Poitiers, nous on va pas entendre Diane de Poitiers, mais on va entendre Diane de poids tiers. Le tiers du poids de Diane. Et Diane, c'est la lune. Et la lune, tous les astres ont un rapport avec un métal. La lune, c'est l'argent. Donc on nous dit, toi qui viens ici, tu utiliseras le tiers du poids d'argent. Et quand on va regarder les culs, les drapeaux qui sont dessus, eh bien on va voir un drapeau bleu avec 3 croissants de lune. Donc le tiers du poids d'argent. Ça, c'est la deuxième manière d'entendre la langue des oiseaux. Et la troisième manière, celle qu'on utilise, celle de l'initié, et qui se rapproche de ce que disait notre précédent auditeur sur la Kabbale, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont chaque lettre s'articule avec sa voisine donne des clés. Alors, on a des secrets de fabrication, on a des secrets philosophiques. On a l'or, par exemple, le fameux or des alchimistes. Tout le monde se demande ce que ça peut être. Bon, déjà, on sait qu'en hébreu, c'est Aor et que c'est la lumière. On sait que c'est Aour, parce que ça se dit aussi comme ça, c'est aussi l'amour. Mais si je regarde comment est écrit le mot or, il est écrit O-R. Peut-être que l'or des alchimistes, c'est l'eau qui est dans l'air. Et là, on revient à la rosée du début de notre émission, puisque l'eau qui est dans l'air, c'est bien la rosée. Et on va chercher quand cet or? Eh bien, à l'or, or, bien sûr. Et de quel endroit? Du côté de l'or riant. Pas où c'est oxydant, pas où c'est mort, mais où la lumière descend. Donc rien qu'avec le mot or, avec ces deux lettres-là, je réussis à avoir un certain nombre de secrets de fabrication. Alors ça va beaucoup plus loin parce qu'on pourrait interpréter plein de mots, puisque ces mots sont faits avec des lettres, et évidemment ces lettres ont un sens. On a l'impression, en vous lisant, en vous écoutant et en s'intéressant un petit peu au sujet, que des symboles, des clés, des recettes, des méthodes, il y en a partout chez les grands bâtisseurs, chez les grands artistes. Là, je pense à l'exemple que vous avez déjà réalisé à l'antenne, de traduire un conte de Grimm. Et il s'agit donc de Blanche-Neige. Vous le refaites dans ce livre. On va pas le refaire aujourd'hui, mais c'est totalement passionnant. On a l'impression, en vous écoutant, qu'il y a partout, presque partout en tout cas, des messages laissés par ce que je vais appeler les anciens. Moi je suis convaincu, mais je suis un monomaniaque, alors forcément je suis pas de bons conseils. Alors il y a plusieurs hypothèses.
La première, c'est qu'il y a un complot des alchimistes mondial et qu'ils ont eu envie de laisser des secrets. Bon, ça, j'y crois pas vraiment. La deuxième, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des choses et qui ont eu envie de le transmettre. Et pour le transmettre, ils l'ont mis à des endroits où on était sûr de la pérennité. Bon, par exemple, les églises, puisqu'on était sûr globalement que ça allait durer dans le temps. Et puis après, comme disait Jung quand même, qui s'est quand même intéressé beaucoup à l'alchimie, il y a l'inconscient collectif. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a des espèces de courants de connaissances comme ça, et que sans s'en rendre compte, eh bien, on est touché par cette connaissance, et puis on la traduit sous forme d'inspiration, en disant, moi j'y ai pas pensé, mais spontanément ça m'est tombé dessus. Et quand on va corroborer avec le symbolisme, ça va coller. Donc moi je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que, encore une fois, la connaissance c'est comme un serpent de mer, elle ne dépend pas de l'homme, c'est l'énergie du début et celle de la fin, et c'est la vague qui circule entre les deux. Et on peut dire que sur cette vague on surfe un peu. Et qu'il y a des choses, on le fait, l'initié va le faire sciemment, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire, il se met dans le sens du courant et il traduit. Le prophète demande rien à personne, il garde ses chefs, ça lui tombe dessus, et souvent quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, mais les autres comprennent. Et puis, l'innocent, entre guillemets, ou le vaniteux, peu importe, a des idées géniales, en disant qu'est-ce que je suis fort, c'est moi qui ai trouvé, mais peut-être qu'on ne fait que révéler quelque chose qui est sous-jacent. Alors après, est-ce que ce quelque chose a une conscience, est-ce qu'il a un but? Ça, c'est du domaine de la croyance de chacun. Mais il est indéniable, de toute façon, qu'il y a des choses qui se recoupent. Moi, j'ai un peu travaillé, j'ai fait une communication à un moment avec les 40 plus grands groupes français. C'était, y a-t-il un sens caché à la communication d'entreprise? Parce qu'on peut se dire finalement, les marques, les logos, le logo c'est le logos quand même, c'est la parole créatrice. Les symboles, est-ce que c'est vraiment fait au hasard? Alors non, c'est pas fait au hasard, on sait qu'il y a des couleurs qui nous énervent, d'autres couleurs qui nous calment, des couleurs qui représentent tel ou tel produit, des formes, mais ça va beaucoup plus loin que là. Alors là, on peut se poser la question, quand ça va beaucoup plus loin, est-ce que les publicistes sont des symbolistes émérites, est-ce qu'ils ont lu des tas de bouquins, est-ce qu'ils mettent ça pour mettre de la magie à l'intérieur de leur logo pour qu'on soit obligé d'acheter chez eux? Alors il y en a sans doute qui le font, c'est-à-dire qui prennent un symbolisme, puis il y en a d'autres, ça vient comme ça. Alors il y a quelques exemples, par exemple il y a Reebok qui vendait des chaussures, et puis il y a un concurrent qui décide de se créer, s'appelle Nike. Et quand on regarde, mais c'est quoi cette marque Nike? Pourquoi ils ont appelé ça comme ça Nike? En réalité c'est Nike. Et Nike ça veut dire quoi? C'est la déesse de la victoire à la course chez les Grecs. Donc pour une marque de chaussures de sport, c'était quand même pas mal. Alors ils ont retiré le « et », évidemment, parce que pour chez nous, en français, ça avait une connotation un peu pas tellement sympathique, donc ils l'ont retiré, mais par contre, ils l'ont gardé comme symbole, et le symbole de Nike, c'est bien l'accent qui manque au « et » de Nike. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès? Bon. Vous allez au Japon. Au Japon, il y a un temple, et ce temple, c'est la déesse aux 1000 visages. Il y a 1000 déesses à l'intérieur, vraiment 1000 statues, elles sont toutes imparfaites, et il y en a une qui est parfaite, qui est sublime. Et cette déesse, elle s'appelle Canon. Alors, la seule image nette du temple s'appelle Canon. Alors, évidemment, quand on fait une marque d'appareil photo et que ça s'appelle Canon, c'est une bonne idée quand même. Fiat, pour les voitures, c'est être. Quand vous êtes dedans, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Et ainsi de suite. Alors, est-ce que la magie est pas plus dans notre monde qu'on l'imagine? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des publicitaires qui avaient fait ça, et leur poser la question, leur dire, alors, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Et la moitié disent, non, pas du tout, c'est l'inspiration. On s'est dit, tiens, il y a des choses comme ça qui sont venues. Alors après, il y en a qui l'ont fait sciemment. Je pense, par exemple, il y a une marque de cosmétiques qui décide de faire des produits qui nous rendent beaux. Et qu'est-ce qui nous rend beau? C'est quelque chose qui laisse passer la lumière. On en parle depuis toute la journée de cette lumière. Ce qui nous rend le teint lumineux. Et ce qui rend le teint lumineux, c'est la lumière. C'est royal. Et royal, c'est réal. Comme Montréal, par exemple, le Mont-Royal. Eh bien, on a fait une eau, un produit alchimique, qui contient la lumière et qui est capable de nous rendre beaux. Et bien sûr, c'est L'Oréal. Et quand on regarde les produits L'Oréal, c'est bien des produits cosmétiques qui nous rendent beaux. Et regardez comment elle fait le logo. On a bien distingué le haut, qu'on a mis plus gros et à part. Et ça, c'est fait exprès. C'est-à-dire que ceux qui ont fait cette marque-là ont eu une idée alchimique derrière.
en disant les publicitaires, nous on veut parler d'alchimie, on veut transmuter la beauté. Alors est-ce que c'est vrai aujourd'hui? J'en sais rien. Mais en tout cas, à l'origine, c'était cette vraie idée. Quand j'étais petit, il y avait des piles qui s'appelaient Mazda. Ça n'existe plus aujourd'hui, je crois. Mazda, c'est qui? Eh ben, c'est le dieu de la lumière chez les Perses. Faut le faire exprès. Donc, Ajax, qui est quand même un héros qui est toujours blanc, pour un produit, pour une lessive, c'était quand même une bonne idée. Et ainsi de suite. Alors, on pourrait en prendre ensuite les couleurs, les formes géométriques, qui vont nous donner des clés. Donc, les formes géométriques, les couleurs et les mots qui sont utilisés, eh bien, c'est presque comme un rituel. On dit, on va faire un objet qui va vraiment être magique, et qui va faire qu'il va y avoir une adéquation entre le produit qu'on vend et sa signification symbolique. D'ailleurs, quand l'adéquation n'existe pas, le produit ne marche pas. Si le logo est très beau, mais qu'il vante un produit, et que vous faites un autre produit, ben même si le logo est très beau, les gens vont venir pour ça, ils vont pas le trouver, ils vont jamais revenir. Donc, il y a vraiment une vraie clé de communication sous-jacente, de connaissance, qui s'habille ensuite d'un certain symbolisme. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, au 95.2. Notre invité est Patrick Buron-Sténas. Il est avec nous encore pour quelques instants et il peut répondre à vos questions ou dialoguer avec vous. Le but, c'est d'échanger. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Alexandre avec vous aujourd'hui. La musique qui nous suit depuis le début de cette émission, c'est toujours la même chanson. Il s'agit de There Will Be No Armageddon et de Union Jack. Nous accueillons maintenant Fouad. Bonjour Fouad. Oui, bonjour à vous, à votre invité. Bonjour. Je tiens à remercier votre invité. Il nous donne beaucoup de clés. On passait, avant on voyait la nature, on voyait beaucoup de choses comme ça. Maintenant on va prendre les clés qu'il nous donne, ce qu'on a comme élément, pour comprendre mieux la vie, je dirais, philosophiquement parlant, et essayer que notre âme s'élève. J'avais deux questions à poser à votre invité, si c'est possible. Comment elle est tombée là-dedans? Est-ce qu'il y a eu une initiation? Est-ce qu'il y a eu un rêve? Je sais pas. Est-ce qu'il a hériter ça de quelqu'un? Comment il est tombé dedans? Parce que pour savoir tout ça, je crois qu'il n'y a pas d'école. Ma première question, c'était celle-là. La deuxième remarque, la deuxième question, quand je prends ces clés, on voit par rapport, je vais parler du Coran puisque je suis musulman. Il y a beaucoup de clés et ça se regroupe et je trouve que ça vient de la même, je dirais de la même, c'est la même culture quelque part. Ça se rassemble. Je donne un exemple. Tout à l'heure, il parlait de la langue des oiseaux. Je pense à Salomon, quand l'oiseau est venu lui dire qu'il y avait une princesse à la reine de Saba, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. C'est un oiseau. Et ça se recoupe, et je crois que ça me dépasse quelque part. Je vous promets, ça me dépasse. Bon, c'était mes deux questions. Et vous, de votre côté, si je sais pas, si vous comprenez un peu l'arabe aussi, il y a beaucoup je dirais, de clés, exactement comme vous disiez tout à l'heure, Orient, etc. Et c'est fabuleux, c'est énorme. En tout cas, vous nous donnez des clés pour comprendre un peu mieux et lever l'âme, c'est très important. Et la question, comment vous êtes tombé dedans? Alors déjà, je suis absolument ravi qu'il y ait une interprétation œcuménique, et ce qui prouve bien que la connaissance est un et que les cultures sont différentes, mais que finalement elles conduisent toutes au même endroit. C'est incroyable. Et que seuls les gens bornés peuvent penser le contraire, et que je suis absolument ravi de savoir que les sourates et que effectivement le cantique des cantiques nous donne des clés qui sont aussi incroyablement merveilleuses que d'autres. Donc c'est ce que je vous ai dit, moi je suis tombé dedans par expérience, c'est-à-dire que j'ai commencé à expérimenter des choses. Et que en partant de l'expérimentation, j'ai vu des choses que je ne comprenais pas. Donc j'ai commencé à pratiquer vraiment l'alchimie. Je vous disais le premier livre de Jolivet-Castelot dans lequel il y avait quelques expériences. Donc j'ai fait ces expériences et surtout pour la première fois j'ai entendu parler d'alchimie. Et ensuite ça m'a intéressé parce que je me suis dit si ces quelques expériences simplistes fonctionnent, rien ne s'oppose au fait que le reste soit vrai. Donc j'ai surtout commencé à pratiquer. Et j'ai cherché pendant 10-15 ans tout seul. C'est-à-dire que j'ai expérimenté et paradoxalement j'ai commencé à m'intéresser au symbolisme après. C'est-à-dire que j'ai fait la démarche inverse.
J'ai pas une démarche livresque et j'ai appliqué, mais j'ai d'abord appliqué et j'ai eu une recherche sur le symbolisme après. Et donc, j'ai cherché évidemment tous les symbolismes et tous les alchimismes. Et l'avantage immense qu'il y a avec l'alchimie, c'est que c'est ouvert à toute culture, toute religion et tout sexe. On n'a aucune fermeture. Les alchimistes arabes ont transmis aux juifs, qui ont eux-mêmes transmis aux chrétiens. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, et c'était vraiment une voie complètement ouverte. Par contre, ce que je pourrais dire, si des fois, pour un chercheur dans toute quête, on se trompe de chemin, il n'y a personne qui va nous dire prenez celle. Vous voyez, à un moment, ça décourage. Alors, vous voyez, comment vous avez de la patience, je sais pas. Oui, non. Quelque part, de temps en temps, vous étiez guidé par quelque chose. Alors après, c'est la croyance. Je vous écoute à la radio, je vous remercie. Hein. Oui, après, c'est dans la croyance de chacun. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est vrai que j'ai cherché pendant un moment tout seul. Mais il est indéniable qu'une fois que j'ai eu trouvé un certain nombre de choses, que j'ai rencontré des gens qui partageaient la même passion. Donc, évidemment, les gens qui partageaient la même passion, eh bien, on a commencé à parler de choses. Alors, il faut savoir qu'en alchimie, bon, c'est un peu comme dans tous les domaines. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui parlent de l'alchimie, il y a des gens qui font de l'alchimie, et puis il y a les alchimistes. Mais c'est pas les mêmes. Les gens qui parlent d'alchimie, c'est simple, hein, vous tapez sur Internet alchimie, vous allez avoir 2 millions de réponses. Hein. Les gens qui font de l'alchimie, vous avez plein de gens qui ont monté des laboratoires et qui font des tas de trucs. Et puis enfin, il y a les alchimistes, ceux qui suivent une voie philosophique. Alors ils ont une des caractéristiques principales, c'est que un alchimiste ou un maître ne parle pas de lui, mais il parle de la voie. Et je pense que c'est un peu là où on peut voir, à mon sens, hein, les gens qui ont vraiment quelque chose à transmettre. Transmettre, c'est à travers de soi. Les gens qui ne parlent que d'eux tout le temps, finalement, ils n'ont rien d'autre à transmettre. Alors que ceux qui acceptent de se mettre de côté pour parler de la voie ont des choses à transmettre. C'est pour ça que les vrais alchimistes, ceux qui ont vraiment quelque chose, alors vous voyez ce qui prouve que j'en suis pas un, puisque j'en parle là, mais je dirais, les vrais alchimistes, eh bien, restent discrets, quoi. Ou même s'ils sont pas discrets, ils disent pas tout. C'est-à-dire qu'on dit un certain nombre de choses pour mettre l'eau à la bouche, pour nous mettre sur une voie, mais en aucun cas, on fera des choses pour montrer, pour traîner quelqu'un sur une voie. Ce serait très très confortable en disant aux gens, vous voulez suivre cette voie, c'est très facile, il suffit de mélanger ça avec ça, et puis faire ça, et puis il va se passer ça. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne voie pour la personne, hein. Ça veut juste dire que c'est romantique. Donc l'idée, c'est de dire, oui, j'ai suivi une voie tout seul, oui, j'ai rencontré des gens, tout ce que j'ai trouvé par moi-même, je suis en train de le livrer, là, c'est ce que je suis en train de faire, mais par contre, ce qu'on m'a donné, je ne peux le transmettre que comme je l'ai reçu. Et c'est ce que je continue à faire. Donc, oui, vous avez raison sur les deux tableaux, c'est-à-dire que j'ai suivi tout seul et j'ai été guidé après. Merci à Fouad pour ses questions et pour son intérêt. Nous accueillons maintenant Georges. Bonjour Georges. Oui, bonjour à tous et à chacun, Monsieur Brenstein. Bonjour. Voilà, nous sommes bientôt le 21 juin. C'est ce qu'on appelle dans l'hémisphère nord le jour le plus long, le jour le plus long, maximum de lumière. Et à cette occasion, il se produit dans différentes cathédrales, la plus connue dans Chartres, mais je pense aussi à Saint-Denis, à Elne, dans le sud de la France, des phénomènes lumineux. Alors ça peut être des taches de lumière différentes, ce sont des balais lumineux, ça peut être aussi des messages. Est-ce que vous considérez que ce sont des messages alchimiques ? C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, étant un monomaniaque, évidemment je vais dire que tout tourne autour de l'alchimie, mais je plaisante à peine. Pour moi l'alchimie, c'est transformer la matière en lumière, mais c'est la même chose que ce que va dire le mystique. Donc, je pense à Chartres particulièrement, qui est quelque chose de très important. Le but d'un cherchant, c'est je vais me transformer en lumière. Et la question c'est comment ? Soit je suis capable de faire des expériences, soit je vais aller dans un endroit où il y a une machine qui va le faire à ma place. Et c'est comme ça que va fonctionner par exemple la cathédrale de Chartres. En disant c'est un endroit où à certaines périodes de l'année, il va y avoir une espèce de douche de lumière, et que si je me mets dessous, eh bien je vais être rectifié. Alors, ça dépend aussi de celui qui va. Si vous allez avec 10 personnes à Chartres, même le 21 juin,
Eh bien, il y en a 5 qui vont dire c'est génial, c'est insupportable, faut que je sorte, j'ai mal à la tête. Et il y en a 2 qui vont dire j'ai rien senti. Pourtant, tout le monde est au même endroit. Mais la qualité et la possibilité de rectification dépend aussi du chemin de l'individu. Vous prenez un tuyau d'arrosage que vous mettez sur une pelouse. Ce tuyau, il est dans tous les sens. La manière de le rendre droit, c'est de le brancher sur le tuyau et d'augmenter la pression. Et c'est vrai que si je fais couler de l'eau sous pression, ce tuyau se rectifie, mais à condition qu'il n'y ait pas de nœud sur le tuyau. S'il y a un nœud sur le tuyau, eh ben il explose. Alors, on peut parfaitement imaginer que si moi je me mets dans un lieu où il y a cette douche de lumière, encore une fois on parle de la vraie lumière, pas de la lumière électrique ni solaire, eh bien je vais être plus ou moins susceptible de la recevoir. Alors Chartres, effectivement, le 21 juin, vous avez quelque chose de caractéristique, c'est vous avez un clou au sol, à côté du portail sud, et ce clou s'éclaire le 21 juin vrai, c'est-à-dire que vraiment au solstice d'été. Et à ce moment-là, il se passe un certain nombre de phénomènes assez étonnants. C'est qu'on a une lumière particulière qui se manifeste à un endroit particulier, et si vous y êtes en ayant fait un chemin qui doit être fait, on a une énergie de rectification. Donc, les lumières particulières, c'est les vitraux. Vous avez des vitraux vous avez 2 tours, une tour en romane et une tour en gothique flamboyant. La tour en romane est la dominante bleue, la tour en gothique flamboyant est la dominante rouge. Et si les deux se mélangent, vous avez le violet. Et le violet est la couleur de la spiritualité, donc de l'élévation. Il y a une raison à ça, c'est que la dernière couleur visible de notre monde, c'est le violet. Donc, les intercesseurs entre le visible et l'invisible seront dans le violet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la musique. Parce qu'évidemment, on parle d'art ici, et quand on parle de gamme, on parle de gamme chromatique. Donc, à la fois musique et à la fois son. Donc, la musique sera induite par des vagues qui arrivent justement au 21 juin, parce que vous savez que au solstice et aux équinoxes, on va avoir des marées particulières. Et que les marées, si elles marchent sur l'eau, elles marchent aussi sur la terre. On peut avoir des marées de terre. Et à tel point, c'est que lors de ces marées de terre, on a des espèces de raz-de-marée qui viennent frapper la cathédrale. Et vous remarquerez que la cathédrale, surtout Chartres, elle n'est pas orientée est-ouest. Elle est décalée de 47 degrés. Et quand on fait des photos aériennes, on s'aperçoit qu'il y a des vagues de terre. Et que les vagues de terre sont exactement dans le sens de la cathédrale. Donc il suffit qu'à cette période-là, vous ayez fait le chemin à l'intérieur de la cathédrale en rentrant par la porte nord, parce qu'on ne rentre jamais face à l'Orient, on ne peut pas recevoir la lumière, que vous ayez touché la pierre de décharge, que vous ayez fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en passant derrière le cœur, ensuite en portail sud, ensuite retourné à l'Occident, que vous vous êtes retourné vers le cœur, seulement maintenant vous pouvez prendre le labyrinthe. Et là, quand vous aurez pris le labyrinthe, si c'est le 21 juin vrai à midi solaire, eh bien vous allez sentir au cœur du labyrinthe à la fois la musique et la couleur. Donc pour moi, évidemment, c'est de l'alchimie, mais de l'alchimie où vous êtes dans le creuset et où la matière première est le pèlerin. Et on peut souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'à travers la lumière des 2 tours et la musique des sphères, c'est-à-dire les 7 notes de musique, eh bien que vous ayez trouvé l'illumination. Et ce serait un opéra au sens où c'est une œuvre. Exactement. Opus, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a on va pas parler de la flûte enchantée ici, on pourrait, bien sûr, où il y a des tas d'opéras, des tas de musiciens qui ont utilisé, soit ouvertement, des thèmes alchimiques. Je pense à l'or du Rhin, par exemple, où c'est un thème complètement alchimique. Je pense à Faust. Faust, c'est évidemment un terme alchimique. Donc, il y a des musiciens qui sont directement inspirés de l'alchimie pour faire leur œuvre. Bon, eh bien, merci. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Au revoir, Georges. Le parcours que vous nous avez donné concernant justement cette cathédrale, c'est le fruit d'années de travail et de décryptage des indices, ou est-ce que ce sont des choses que l'on apprend en feuilletant un livre de quelqu'un qui a déjà fait cette route ? Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que l'architecture sacrée est connue. C'est-à-dire que depuis que les bâtisseurs bâtissent, les vrais bâtisseurs, c'était pas mettre 3 pierres au hasard pour faire joli, ils avaient une idée derrière la tête. Alors la première idée, c'était on va éviter de prendre la pluie sur la figure ou le soleil quand il fait trop chaud, et puis après se dire ça serait bien aussi si on pouvait se concilier les dieux.
Mais pour se concilier les dieux, il faut être capable de leur faire des ouvertures justement à l'intérieur de la maison. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à penser à l'architecture sacrée. Et donc, cette architecture qui n'est pas faite au hasard, respecte, si je puis dire, des règles pour en sortir, mais respecte quand même des règles, et ces règles, elles sont transmises par les bâtisseurs depuis la nuit des temps. Alors soit à travers les peintures, les sculptures, les constructions, des traités, de bouche à oreille. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, à partir de là, il y a l'expérimentation. Certes, on peut nous raconter n'importe quoi, mais est-ce que ça marche vraiment ? Donc, quand on nous dit le nombre d'or, par exemple, a une particularité, nombre d'or, déjà, pourquoi ça s'appelle le nombre d'or ? Le nombre d'Aor, ça veut dire le nombre de la lumière. Donc, en gros, on parle de la vraie lumière, celle dont on a parlé au début. Donc, on pourrait imaginer une construction, et s'il est fait au nombre d'or, il ne fait plus résistance au passage de la lumière. Donc, la vraie lumière peut rentrer à l'intérieur. Donc là, on comprend que ça soit un lieu sacré. Donc, on peut considérer que dès l'instant qu'on va faire quelque chose au nombre d'or, eh bien, on crée déjà une ouverture de lumière. Donc pour un lieu sacré, c'est extraordinaire. Alors il y a une démonstration du nombre d'or, on pourra en parler là, mais Walt Disney a fait avec Donald un dessin animé, c'est Donald au pays des chiffres, je crois, qui est sur YouTube ou sur Dailymotion, je crois, qui est l'explication sur le nombre d'or la plus simple et la plus compréhensible que j'ai jamais vue. Et vous regardez ce dessin animé, vous en ressortez, oui, ça y est, j'ai tout compris. Alors que c'est pas forcément évident de comprendre l'architecture sacrée. Alors justement, est-ce qu'on vous a déjà... J'écoutais vos explications aux différents auditeurs. Est-ce qu'on vous a déjà accusé, pas vous personnellement, mais en tout cas, est-ce qu'on a déjà accusé devant vous l'alchimie d'être un petit peu élitiste ? Je pense que on pourrait dire ça de toutes les voies initiatiques. Mais c'est pas élitiste parce que y aura une espèce d'ordre secret qui déciderait qui rentre à l'intérieur. Non, c'est élitiste parce que ça demande du travail. Et que à partir de ce moment-là, il y a des gens... On est ici dans... Imaginez, vous allez chez un ébéniste et vous dites j'aimerais bien avoir un superbe meuble avec des sculptures merveilleuses, et l'ébéniste va vous dire qu'il n'y a aucun problème, ça va vous prendre 1 an. Et pendant 1 an, vous allez être obligé de me nourrir, bien sûr, parce que je travaille que pour vous. Et votre meuble, vous l'avez pas tout de suite, il va falloir attendre 1 an. Donc généralement, ce que vous faites, vous dites, je vais aller chez Ikea. Mais l'alchimie, c'est la même chose. On est aujourd'hui dans une civilisation où on veut tout de suite. C'est-à-dire qu'il est hors de question de faire un effort pour quelque chose. C'est pour ça que ça marche. Il y a des gens qui travaillent la Kabbale, par exemple, et les Américains font beaucoup ça, ou je pensais à Madonna ou d'autres. On fait un truc, ça dure 3 heures, et tout de suite il y a un résultat. Et les gens ils sont ravis parce que ce qui les intéresse c'est le résultat, mais c'est pas où ça conduit. En sachant que les voies initiatiques sont des voies longues et difficiles. Mais est-ce qu'on est prêt à ça ? Vous êtes un Parisien lambda, vous vivez votre vie standard, et puis hop, vous allez vous faire un petit frisson d'ayahuasca, et je vais partir 3 jours en Amérique du Sud avec un chaman, et puis je vais faire des expériences, et puis quand je vais revenir, je vais être un grand initié. Et les gens reviennent généralement souvent à côté de leur pompe. C'est normal, ils sont pas prêts à ça. Et en plus, il faut que ça serve à quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est pas l'effet que ça produit, mais c'est où ça conduit. Donc le côté élitiste, c'est de dire aux gens, voilà, vous allez suivre une voie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas où ça vous mène, et on ne sait même pas si ça va marcher. Qui va accepter de faire ça ? On va vous dire c'est long et difficile. Vous voyez par exemple, je vois globalement, dans le temps, des adeptes, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés au bout, il y en a globalement autant, tous siècles confondus. Il fut un temps où pour entreprendre, pour travailler sur la pierre philosophale, il n'y avait aucune information, mais les gens étaient très 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 motivés. Et ce qui veut dire que quelqu'un était capable d'aller faire le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller chercher la matière première, à pied évidemment, il partait de la Grand Place de Bruxelles, et c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait pas d'endroits, non, il y avait des bandits de grand chemin, il y avait des loups, il y avait des ours, on n'était pas sûr d'arriver au bout. Puis quand on était au bout, il fallait prendre la matière première qu'on mettait sur le dos, et puis il fallait remonter. Et puis quand j'arrivais chez moi en se disant, ça je l'ai, j'allais à Notre-Dame de Paris où tout le grand œuvre est marqué, et je regardais, ça je l'ai fait, ça je l'ai... Ah, ça il me le manque. Il fallait que je reparte. Donc, il fallait être drôlement motivé. Aujourd'hui, l'information, il y en a partout. Mais par contre, on a 0 motivation. Donc, globalement, on tombe sur la même équation. Donc, c'est pas une voie élitiste, parce que je vous l'ai dit, on l'a vu à travers les textes. C'est ouvert à tout le monde. Sauf que, dès l'instant que ça demande un travail, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ? La réponse, c'est tout.
justement, à quoi bon, lorsqu'on suit un chemin comme le vôtre, depuis des dizaines d'années, à quoi bon lier et créer des liens d'amitié, d'amour, de proximité avec d'autres êtres humains, lorsqu'on sait que finalement le but final de l'alchimiste, c'est de laisser rentrer la lumière, et donc d'être tout, d'être partout, et donc de ne plus avoir de lien privilégié avec quelqu'un en particulier ou une personne, mais avec tout ce qui nous entoure. À quoi bon créer ces liens? C'est vrai, de toute façon, bon, la question... N'est-ce pas une contradiction Si, ça peut être une contradiction, sauf que on est humain. Et on dit que, oui, je serai lumière, mais quand je serai au bout. Bon, jusque-là, on va voir. Alors par contre, c'est vrai que notre vie, on la vit différemment. C'est-à-dire que on adore ce monde. Hein. Un alchimiste qui arrive ne peut que aimer ce monde. Oui, ça rentre en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce monde est affreux, il est là pour nous faire sortir du soufre et tout. Mais il y a tellement de choses incroyablement extraordinaires dans ce monde qu'on doit aimer ce monde. C'est incroyable ce monde quand même. Rien que se lever le matin, respirer, c'est déjà formidable. Regarder le soleil, regarder la pluie tomber, regarder les gens, c'est incroyablement merveilleux. On passe des moments formidables. Donc on doit goûter ce monde à sa juste valeur. C'est pas une voie ascétique où on dit il faut abandonner tout ce monde. Par contre, on est attaché à rien. C'est pas la même chose, ça. Hein. C'est-à-dire, je goûte ce monde, je suis ravi d'être ici, mais je serai ailleurs, je serai aussi content. Donc, on peut avoir plein de choses. Hein. Je préfère vivre dans un endroit confortable plutôt que vivre sous un pont. Mais je veux dire, je peux quitter cet endroit confortable sans un regard en arrière et surtout sans aucun regret. Alors, quant aux relations avec les autres, déjà, moi, je reste convaincu qu'on ne peut avoir une bonne relation avec quelqu'un que si on est complet d'abord. L'autre ne doit pas nous compléter. Mais ça, c'est ce que je pense. Hein. Sinon, on a des relations de désir avec l'autre. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais le désir, c'est dangereux. C'est-à-dire que, finalement, le désir, c'est quoi? C'est vous avez un trou, et puis vous espérez que l'autre comble ce trou. Et donc, c'est ce qui se passe tant qu'il est là. Et le jour où il s'en va, il reste que le trou. Et alors, on a plein de gens qui nous disent « Ah ben moi, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mêmes. Il m'arrive toujours la même chose. » Mais c'est pas de la faute de la gens qui viennent, des gens qui viennent, c'est de la faute du trou qu'on a. C'est-à-dire qu'évidemment, ils vont combler la même chose, donc ils vont avoir la même forme et le même comportement. Donc moi je pense que d'abord il faut être complet. Si la personne en face n'est pas complète et qu'elle se met dans une position de soumission, à ce moment-là, on se trouve déréglé par rapport à... Non, on ne peut pas être responsable du comportement des autres. C'est-à-dire que les autres projettent évidemment un tas de choses sur vous, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Alors on a le choix de rentrer dans le jeu, parce que ça peut être très confortable d'avoir quelqu'un de soumis. Mais ça, c'est un choix personnel, ça veut dire que j'ai décidé de le faire. Mais rien ne vous empêche de dire à la personne, stop, arrête d'être soumis, moi je suis pas d'accord avec toi. Et la personne va vous dire, oui mais c'est moi, c'est ce que je cherche. Eh ben, moi je peux pas satisfaire à ça, va chercher quelque chose d'autre. Alors justement, tout ça m'amène au sujet du disciple, de celui qu'on forme. Comment peut-on former en alchimie un disciple donc? Déjà, comment savoir que ce sera lui ou elle? Ça me paraît assez compliqué. Et puis, comment former sans justement avoir cette posture de dominateur peut-être, ou de tout savoir, comment? Bah déjà, on forme pas, parce que justement, on cherche à trouver la non-forme, et puis pas la forme. On fera surtout pas de formation, puisqu'on dit il faut perdre la forme. Alors après, comment trouver quelqu'un à qui on va transmettre? Déjà, transmettre, ça veut dire à travers soi. Donc, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'on décide? C'est-à-dire, est-ce que on sème des choses? Est-ce qu'on choisit son disciple? J'en suis de moins en moins persuadé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la flamme qu'on va trouver chez le disciple. Je reste aussi de plus en plus persuadé qu'on ne peut pas l'acquérir. On l'a ou on l'a pas. Alors, j'allais dire, ah ben voilà, on vient dans l'élitisme. Alors, il y en a qui ont une flamme, et il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui peuvent faire de la chimie, et d'autres non. Oui, je le pense. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas cette flamme pourront pas suivre une voie, mais ça veut dire que c'est pas celle-là. Tout le monde est le meilleur dans quelque chose, il faut juste trouver dans quoi. Et le maître, entre guillemets, qui va choisir son disciple, je pense qu'il doit être capable, s'il est capable d'une seule chose, c'est de détecter cette flamme. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, est-ce qu'elle va s'exprimer, cette flamme? Il n'en sait rien du tout. Il peut mettre des coups d'épée dans l'eau pendant des années. Il peut se tromper complètement de disciple et véhiculer quelque chose sur quelqu'un.
Ce quelqu'un va rien comprendre, mais peut-être que dans son entourage, il y a quelqu'un qui va comprendre. On dit un âne peut porter des reliques. C'est-à-dire que lui, il va recevoir quelque chose et par vanité, il va dire « Ah, il m'a choisi comme disciple, regardez comme je suis grand, regardez comme je suis fort. » Et il va parler d'un certain nombre de choses pour se glorifier lui-même. Et quelqu'un de son entourage va entendre ces mots. Et en les entendant, lui, il va être touché par quelque chose. Ce qui veut dire que la voix, c'est elle qui choisit. C'est pas celui qui décide de transmettre. Quelquefois, on me dit aussi, t'as vu, il y a quelqu'un qui dit, il a trouvé un truc, en réalité, c'est pas lui, mais c'est toi. Il t'a volé quelque chose, et puis c'est lui qui le transmet maintenant. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Alors, la réaction humaine, c'est de dire, quel salaud, il m'a volé un truc, tu te rends compte, moi je me suis cassé pour faire quelque chose, c'est lui qui le prend, puis c'est lui qui a toute la gloire. Mais la voix dit, pas du tout. Un âne peut porter des reliques. Peut-être que lui, il va être capable de toucher des gens que moi, j'aurais jamais été capable de toucher. Donc, c'est vrai que la question se pose, parce qu'on a envie de transmettre quelque chose. On dit, c'est dommage que tout ce qui est là reste comme ça, que ça reste lettre morte. Puis d'un autre côté, on se dit, finalement, ça n'a aucune importance. Parce que quoi qu'il arrive, la voix passe. Elle passera à travers moi comme elle est passée à travers les autres. Je serai poussière depuis longtemps que la voix existera. Longtemps encore après, et tant mieux. Mais c'est sûr que par vanité humaine, on peut se dire, je choisis telle personne parce qu'il est sympathique, parce qu'il va m'écouter, parce que... Mais ça se passe jamais comme ça. Jamais. Patrick Buron-Sténas, avez-vous véritablement envie d'arriver au bout de votre quête? Oh, ça c'est une question. Déjà, il faudrait que je sache s'il y a un bout, puis où il est. Donc la question ne se pose pas. Déjà, c'est très vaniteux de ma part, mais je vais le dire quand même, j'ai envie de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est vrai, c'est que je suis heureux de tout ce que j'ai. Encore une fois, j'accepte les cadeaux, les trucs, c'est merveilleux, mais j'ai pas envie de quelque chose. Donc, le philosophe cherche la perfection du moment présent. Il y a deux manières de comprendre le monde. Le premier, c'est le désir, c'est-à-dire je cours après les choses. Déjà, quand je désire quelque chose, je suis pas le seul à le désirer. Donc, il y a une compétition. Et puis, désirer une chose, c'est se priver de tout le reste. Donc, vous savez, c'est le chat qui a le nez dans le trou des souris, là, et puis qui se dit, toutes les souris, elles courent derrière, mais il les voit pas, et puis il se dit, quel mauvais coin pour chasser. Bon, là, c'est pareil. Et puis, en plus, quand je cours après les choses, je me mets en mouvement. Donc, en aucun cas, j'ai une chance de créer l'équilibre que je cherche. Alors, par contre, si je prends tout ce qui passe, les choses qui passent, elles sont en mouvement. Donc, le fait de les arrêter recrée l'équilibre. Par contre, il faut que j'accepte de les lâcher quand elles me dépassent. Donc, vivant l'intensité du moment présent, quand je rentre dans mon laboratoire, et même quand je viens ici d'ailleurs ou ailleurs, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais y faire. Et vous savez bien que j'écris jamais rien, que je programme jamais rien, donc je sais pas ce que je vais faire dans mon laboratoire maintenant. Au début j'avais des désirs, je voulais faire des choses, mais aujourd'hui j'en sais rien. J'y vais parce que je suis poussé par quelque chose. Et quand je suis à l'intérieur, je sais pas ce que je fais. Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va sortir? J'en ai pas la moindre idée. Mais chaque chose qui se manifeste est un émerveillement de chaque instant. Et à chaque fois, la seule chose que je pourrais me dire, c'est par vanité. Ça y est, j'ai vu le plus beau, ça pourrait pas être plus beau. Mais chaque jour, c'est encore plus beau. Donc à un moment, on peut se dire, mais jusqu'où ça va aller comme ça? Peut-être que quand j'observerai plus cette beauté, mais que je serai dedans, à ce moment-là, la question se posera plus. C'est justement la raison de ma question.